Jérôme, alors vous, il y a quelques mois, vous êtes parti pour une île dans le Pacifique qui s'appelle Nauru. Alors Nauru, c'est où exactement? C'est dans le Pacifique, vous l'avez dit. Nauru, c'est en Micronésie. La Micronésie, c'est une des régions du Pacifique. Avec on connaît la Mélanésie, on connaît la Polynésie. Nauru, on le voit en haut de la carte. Et donc en Micronésie, on peut dire à mi-chemin entre l'Australie et les îles Hawaï. Pourquoi vous avez voulu partir là-bas? Alors le destin singulier de cette île m'a touché. L'histoire de Nauru pourrait faire le scénario d'une belle tragédie où on retrouve tous les ingrédients de grandeur et de décadence. Et puis à mon avis, c'est une histoire qui peut nous servir d'exemple et d'avertissement à nous, civilisations occidentales, avec nos sociétés dites de consommation. Voilà Nauru, une île à la dérive, un reportage de Jérôme Laurent et Olivier Bonnet. Une ligne jaune pour symboliser l'équateur. Du bleu pour l'infini de l'océan. Voici Nauru. 21 km², 12 000 habitants. Nauru, une île au cœur du Pacifique. Une île tranquille où les heures chaudes alanguissent. S'égrènent à l'ombre des cocotiers. Mais Nauru n'est pas seulement une île. C'est aussi un État. Pas bien grand, il est vrai, une seule route, pas de capitale officielle, mais un siège à l'Assemblée des Nations Unies. En guise d'armée, quelques policiers. Il y a bien un aéroport international, mais les avions sont rares. Tout comme les cargos qui ne passent ravitailler l'île qu'une fois par mois, à Nauru, il faut tout importer. Il y a aussi une banque, un tribunal, un parlement avec 18 députés élus au suffrage universel et même un président de la République, élu tous les 3 ans par les députés, qui peuvent aussi bien le renverser au gré des alliances de circonstances. Ludwig Scotty est ainsi le 31e président élu depuis l'indépendance de son pays en 1968. Le plus difficile pour les Nauruans actuellement, c'est de survivre. De survivre et de maintenir une identité sur notre terre. Nauru est aussi un des pays les plus pauvres du Pacifique. Un pays où l'espérance de vie moyenne est à peine de 49 ans, où le taux de diabétiques est le plus élevé au monde. Les rayons vides du supermarché d'État symbolisent l'étrange sentiment de déshérence qui imprègne l'endroit. Dans le passé, on vivait sur cette île avec des noix de coco, du pandanus et des fruits. On travaillait pour nous-mêmes. Et puis est venu le pouvoir de l'argent. L'argent. Rose n'en a pas beaucoup en ce moment. 200 € par mois, comme tous les fonctionnaires de l'île, depuis que le gouvernement a mis en place une politique de rigueur budgétaire. Je suis la pire des femmes d'intérieur. J'ai pas le temps, toujours à courir à droite à gauche. Les temps ont changé. Vous ne pouvez plus vous offrir de la viande, du jambon, du bacon, toutes ces choses délicieuses qu'on avait l'habitude d'acheter au magasin. Maintenant, c'est poisson, poisson et encore du poisson.
Les nains Rouen sont de fervents croyants. Michael est père de 7 enfants, mais les finances sont à sec. Et cela se ressent dans la vie de la communauté. La complicité de nos relations semble disparaître. Maintenant, c'est chacun pour soi entre les familles. Si j'ai un peu de nourriture, je me demande si je dois la partager ou pas. Et c'est vrai que dans le passé, ça n'arrivait jamais. Il y avait tout le temps de la nourriture disponible. Les poches vides, les nains Rouen vivent parmi les reliefs d'un ancien repas, trop copieux. Des dizaines et des dizaines de carcasses de voitures, de climatiseurs et d'objets divers, offerts habituellement par la société de consommation, jonchent tous les recoins de l'île. Plus surprenant encore, peut-être, pour l'étranger qui débarque, ces paysages désertiques, qui recouvrent la quasi-totalité de la surface de Nauru, et où apparaissent, ici et là, quelques machines rouillées d'un autre temps, comme pétrifiées. Ce sont d'anciennes mines de phosphate, inconnues des nains Rouen, jusqu'à ce que l'homme dit civilisé les découvre par hasard, en 1899. 20 ans plus tard, les Australiens s'installent définitivement sur l'île et vont très vite exploiter ce que la nature a mis des millions d'années à constituer à la faveur des courants océaniques. Le phosphate naturel de Nauru se révèle un engrais très riche en nutriments dont raffolent à l'époque les grandes exploitations agricoles australiennes, néo-zélandaises et britanniques. Malgré son éloignement, toutes les infrastructures nécessaires sont aménagées sur l'île pour exporter par voie maritime et à un rythme industriel la précieuse substance. Les Australiens entretenaient un rapport très paternaliste avec les Nauruans. Ils pensaient que l'on devait s'occuper d'eux, de les prendre en charge. Nauru était une société très policée, très bien administrée. D'ailleurs, les enfants nauruans les plus brillants avaient l'opportunité de suivre leurs études en Australie. Les Nauruans n'ont pas été réquisitionnés pour travailler dans les mines. Dès le départ, on a fait venir des travailleurs chinois, ainsi que des gens des îles Kiribati et Tuvalu. Helen Hughes vit à Sydney, elle est économiste et appartient à l'histoire de Nauru. Dans les années 60, la présence australienne à Nauru dure déjà depuis une cinquantaine d'années et grâce à l'exploitation du phosphate, l'Australie engrange d'énormes bénéfices. Mais elle ne laisse que des miettes aux Nauruans. Hélène s'engage alors à leur côté pour qu'ils obtiennent de justes compensations. Mais les Nauruans veulent plus. Conscients désormais de la fortune qu'ils ont sous leurs pieds, ils souhaitent prendre leur destin en main. Appuyé par l'ONU, le 31 janvier 1968, Nauru est restitué aux Nauruans. Première décision du petit État souverain, l'industrie du phosphate est immédiatement rachetée à l'Australie et devient une entreprise nationalisée, directement gérée par les nouveaux dirigeants. 30 années de festins ininterrompus vont dès lors commencer. Des fêtes à volonté, des boissons à volonté, du bonheur à gogo. Tu as de l'argent, dépense-le. Les gens achetaient des voitures flambant neuves. Une seule famille pouvait en avoir 2
5 postes de télé à la maison. Il y avait l'air conditionné dans toutes les pièces. Et si une chose était cassée, ils la jetaient et ils en rachetaient une nouvelle. Même une voiture. Il suffisait d'un problème mineur, on ne savait pas comment la réparer. On la garait quelque part et on en achetait une nouvelle. On voulait juste profiter du privilège d'avoir de l'argent. Nous sortions la plupart du temps. Nos garçons s'amusaient. Ils dépensaient leur argent en bière. Nous, les dames, on faisait de même. On adorait jouer au bingo. Dans les années 70, le cours du phosphate est au plus haut. 1974, année record pour Nauru. 225 millions d'euros de bénéfices. Et l'argent allait à la compagnie d'extraction du phosphate, mais aussi au gouvernement. Mais le plus important, ce sont les propriétaires terriens. Vous aviez également une part des bénéfices sur la vente du phosphate. Et sur votre part, on en prenait un peu et on l'investissait pour vous. Ça n'appartenait pas au gouvernement, ni à personne d'autre. Ça vous appartient personnellement à vous, propriétaire. On appelait ça le fonds de confiance. Et ça représentait... Comment pourrait-on appeler ça? La colonne vertébrale. La richesse du pays. Pourtant, ce fonds de confiance va vite devenir un enjeu de clientélisme pour les dirigeants, tant leurs électeurs sont devenus d'intempérants consommateurs. On va donc les satisfaire avec leurs économies, le début de la gabegie. « 1990 fut la première année où le fonds a été distribué. Combien de millions? La première fois, 23 millions de dollars. Comme ça aux gens en liquide. Oui, en liquide. Et la deuxième fois, 21 millions et la troisième, 19. Kinza Clodumar, ancien président de la Petite République à la fin des années 90, vit aujourd'hui à Melbourne. C'est ici qu'en 1977, les dirigeants nord-ouans font construire, tout simplement, le plus haut building de la ville. Il sera baptisé la Maison de Nauru, en présence du Premier ministre australien de l'époque. Melbourne, Washington, Sydney, Fidji, Hawaï. Comme au jeu du Monopoly, un peu partout dans le Pacifique et dans le monde, Nauru achète terrains et propriétés. Depuis leur bureau, au dernier étage du building, les présidents qui se succèdent gèrent cet incroyable portefeuille immobilier et boursier. Les tentations sont parfois grandes, car dans ce conte de fées, le gouvernement ne se prive pas. Il crée même une compagnie aérienne, Air Nauru, équipée de 6 avions. Utilisés parfois pour les besoins privés des dirigeants, les lignes couvraient tout le Pacifique. On adorait voyager. Il faut comprendre qu'on est isolé ici. Il n'y a personne dans le coin à part nous, une espèce de petit point posé au milieu de nulle part. Alors le rêve de chacun d'entre nous, c'est de partir et voir d'autres endroits. Et avec tout l'argent du phosphate qui rentrait à cette époque, eh bien vous pouvez imaginer, on touchait l'argent et on allait le dépenser à l'étranger. Ces années de faste, Rose et ses amis en ont bien profité, comme une vie d'enfant trop gâté, nabab du Pacifique, pas toujours bien inspiré. À l'instar de cette comédie musicale londonienne sur la vie de Léonard de Vinci, financée par Nauru.
Des millions investis, tout le gouvernement à la première. Le spectacle fera un bide. Oh oui, je me rappelle. Tout le monde était heureux à cette époque. Nous avions du phosphate en abondance dont nous tirions nos revenus. Le problème, je crois, c'est que les gouvernements qui se sont succédés à cette époque vivaient très agréablement, de façon extravagante. Ils dépensaient sans compter, à droite, à gauche. Ils investissaient partout. Mais ils ne s'inquiétaient pas assez de l'avenir de ce pays. 30 ans. Cela aura duré 30 ans, mais aujourd'hui c'est fini. Après avoir baigné dans l'opulence, Nauru est un État en faillite. L'industrie du phosphate est pratiquement à l'abandon. Les Nauruans vivent un peu sur leur île, comme l'on dit d'une personne qu'elle vit sur une autre planète. C'est la communauté chinoise qui tient tous les petits restaurants et les commerces et cultive même les rares légumes qui poussent sur l'île. Le poisson est pêché par des Kiribates ou des Tuvaluans, tous anciens ouvriers engagés dans les mines de phosphate. À la grande époque, ils étaient plus de 3000 sur l'île. Ils sont là depuis 10, 20 ou 30 ans, ont parfois fait venir leur famille. Certains attendent toujours leurs arriérés de salaire, sans trop y croire. D'autres qu'un bateau veuille bien les ramener au pays, quand ils ne restent pas. On était très riches. Et maintenant, on nous dit que nous n'avons plus rien, ou presque. Mais pourquoi? Et comment cela se fait-il? Pourquoi Nauru est-elle passée de grandeur à décadence? C'est une question très intéressante. Le revenu annuel moyen par habitant était le 2e au monde, après l'Arabie Saoudite. Mais voilà, 2 milliards de dollars ont disparu. Ils n'ont plus rien. Chaque famille pourrait aujourd'hui être millionnaire, mais ils n'ont plus rien. Depuis le début de l'exploitation sous l'époque coloniale, 80% de la surface de l'île a été creusée. La déforestation, liée à l'excavation du phosphate, a déjà détruit des populations entières d'oiseaux et accentué les sécheresses. En 30 ans, combien de milliards de dollars Nauru a-t-elle gagné? L'argent, eh bien, on l'a dépensé en investissement, en consommation. Mais où est l'argent de Nauru? Imaginez un village en France de 10 000 personnes, avec sa propre compagnie aérienne et son ambassadeur à New York. L'argent a été gâché dans ce genre de choses. Je pense que nous ne sommes pas assez matures. En tant qu'insulaires, imaginez que nous sommes civilisés depuis peu. Et puis tout d'un coup, nous devons gérer un business de plusieurs millions de dollars. C'est presque mission impossible. Ils se rendaient à chaque meeting sportif ou réunion du Commonwealth. Ils allaient jouer au golf dans les Bahamas. Ils restaient dans les meilleurs hôtels, ce genre de choses. Ils se sont fait avoir dans les grandes largeurs, par les banques offshore aux Caraïbes. Vous savez, beaucoup d'argent a été volé. À Melbourne, où Nauru possédait autrefois parmi les plus beaux hôtels de luxe.
les plus grands centres commerciaux. Les propriétés ont été vendues les unes après les autres pour tenter de rembourser des prêts, payer des dettes. En 2004, le gouvernement était même obligé de se séparer de son célèbre building. Tout un symbole. Le naufrage est total. Quand les revenus du phosphate se sont effondrés, ils ont commencé à faire des choses stupides, comme blanchir de l'argent et vendre des passeports. Ça ne profitait pas aux Nauruans. Le bénéfice de la vente des passeports revenait surtout à des ministres du gouvernement et au président. C'était la même chose pour les sociétés offshore. Il y a une époque pendant laquelle la mafia russe de Saint-Pétersbourg a utilisé Nauru pour blanchir 70 milliards de dollars. De l'argent de la mafia. De l'argent volé en Russie par la mafia et blanchi à Nauru. On n'héberge plus aucune compagnie ici. On en a fini avec les sociétés écrans. Et on ne vend plus de passeports non plus. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, on n'est pas au courant. On ne fait rien en cachette. Mais des gens peuvent toujours imiter des passeports nauruans. Ça se passe partout dans le monde. Menacé de perdre tous ses soutiens économiques, Nauru dit avoir renoncé à ses pratiques illégales. Et de fait, n'appartient plus aujourd'hui à la liste noire des paradis fiscaux. Mais il a donc fallu à la petite nation trouver d'autres sources de financement, des nouveaux amis. Pour se payer un avion, par exemple. Le dernier Boeing 737 d'Air Nauru a été saisi par des banques créancières et seul un charter effectue irrégulièrement la liaison avec l'Australie. À Nauru, vous ne trouverez qu'une seule ambassade, celle de Taïwan. Un ami, justement, très généreux, prêt par exemple à payer 10 millions de dollars pour un nouvel avion. Mais à quelles conditions? Je pense que parce que nous les aidons et que nous sommes amis d'une façon très sincère, automatiquement ils nous aident aussi dans les affaires internationales. Lesquels, par exemple? Comme par exemple, pour nous aider à réclamer un siège à l'ONU ou à l'Organisation mondiale de la santé. On appelle cela la diplomatie de carnet de chèques. En jeu pour Taïwan, une reconnaissance internationale comme pays souverain à l'ONU. En face, la République populaire de Chine s'y oppose toujours. Entre les deux, Nauru monnaie son allégeance. En fait, la situation financière catastrophique de Nauru est une porte ouverte à tous les compromis. Il y a par exemple sur l'île un seul lieu où il est formellement interdit de filmer. C'est un camp entouré de barbelés. C'est un centre de rétention. L'Australie enferme ici tous les immigrés clandestins qu'elle arrête dans ses eaux internationales. Détenus à Nauru, ils ne mettent ainsi jamais les pieds sur le territoire australien et ne peuvent donc réclamer le statut de réfugiés politiques. Cela s'appelle la solution pacifique. Pour ce petit service rendu à son ancien occupant, Nauru touche chaque année plusieurs millions de dollars. On vit un peu comme des mendiants. Notre industrie du phosphate ne nous rapporte plus rien. Nous avons perdu tous nos biens immobiliers car on n'a pas pu rembourser les prêts. Alors c'est très difficile parce que l'on dépend de l'assistance des pays étrangers en attendant de pouvoir à nouveau tenir sur nos deux jambes. On va essayer de relancer nos exportations de phosphate. Et si on y arrive, alors on pourra peut-être à nouveau faire rentrer de l'argent dans le pays. Et si la roue de la fortune tournait à nouveau?
2 ans qu'ils attendent ce jour-là. Toute la population est venue assister à l'événement. Naoruan, communauté étrangère et même le ministre local de l'industrie, disons du phosphate. Comme les autres, ils guettent l'arrivée d'une immense barge chargée de matériel d'excavation. Les géologues sont formels. Il resterait encore, sous les carrières déjà exploitées, des millions de tonnes de phosphate à extraire. Après avoir longtemps hésité, le gouvernement naoruan a donc décidé de relancer son exploitation moribonde. Certains de ces équipements ont plus d'un demi-siècle. Malheureusement, on n'en fabrique plus dans le monde. Il n'en reste plus que 2 sur l'île, et l'on a persuadé des investisseurs de nous en acheter 4 de plus comme ça en Australie. Ils les ont reconstitués à partir de pièces détachées d'occasion. C'est la seule machine capable de gratter le phosphate entre les pitons de corail. Avant, il y avait de la végétation. On doit d'abord couper tous les arbres, puis enlever la couche supérieure de terre sur 30 ou 60 cm et le phosphate est juste là. Les nouveaux équipements ont été financés par un groupe australien, leader dans le commerce des fertilisants. Ce n'est pas par philanthropie. Avant de pouvoir engranger quelques bénéfices, Nauru doit d'abord rembourser ses dettes, en phosphate pur. On a les yeux rivés sur un avenir très excitant. On va essayer de creuser ce qu'on appelle des réserves secondaires. On pense peut-être pouvoir prolonger l'exploitation pendant 40 à 45 ans. Ce n'est pas économique du tout. C'est un non-sens. Ils vont perdre de l'argent. Il y a des entrepreneurs peu scrupuleux qui leur ont vendu cette idée. Et évidemment, parce que eux en tireront les bénéfices. Mais les Naoruan n'auront rien du tout. Creuser, creuser, creuser encore, oui, mais jusqu'où? C'était Nauru, juste un fragment d'humanité.